Il a fallu plus de 10 ans au Canada pour acquérir les avions de combat F-35 des États-Unis. Cette affaire a tout connu, scandale, troubles politiques et hésitation gouvernementale. Cependant, en janvier 2023, le Canada a signé la ligne pointillée, sécurisant ainsi l'accord. Cependant, après environ 2 ans, le Canada semble reconsidérer sa décision. Ottawa envisage une échappatoire alors que le premier avion n'a pas encore mis les pieds au Canada. De plus, le pays recherche activement des substituts européens. Il ne s'agit pas de rumeurs ou de postures politiques. Cela soulève la question de savoir ce qui a pu mal tourner. Le Canada peut-il vraiment y arriver? Est-il capable de gifler Washington et de lui tourner le dos? Toutes les réponses se trouvent dans cette vidéo. Nous devons commencer par le commerce lui-même afin de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Finalement, en janvier 2023, après des années de drame politique, le Canada a signé un achat de 13,3 milliards de dollars pour 88 chasseurs de combat F-35A. Une histoire qui avait duré bien trop longtemps était censée prendre fin avec cela. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la procédure officielle d'achat de F-35 pour la défense a commencé en 1997. C'était avant la création de Google et le premier avion F-35. Tout le monde était ravi lorsque l'achat a finalement eu lieu. Il s'agissait de la plus grosse dépense de l'armée de l'air canadienne en 30 ans. Selon la ministre de la Défense nationale de l'époque, Anita Anand, les responsables ont promis une relance économique de 425 millions de dollars, plus de 300 nouveaux emplois et une puissance aérienne modernisée. Les États-Unis étaient ravis et le gouvernement canadien était tout aussi certain, affirmant que le F-35 était le meilleur avion de chasse pour notre pays au meilleur prix. Selon les États-Unis, le Canada est un allié et un ami proche. Le lieutenant-général Mike Schmidt de l'armée de l'air, le constructeur de l'avion de chasse, Lockheed Martin s'est vanté de renforcer la puissance aérienne de l'Alliance. Tout semblait idéal sur le papier, mais qu'en était-il en réalité ? La transaction n'a jamais été facile. Sous le premier ministre Stephen Harper, elle a commencé en 2010 par un accord à fournisseur unique avant de dégénérer en conflagration politique. Les critiques ont qualifié l'achat de désastre alors que les dépenses montaient en flèche et que les erreurs de surveillance s'accumulaient. La situation est devenue si désastreuse que lorsque le premier ministre canadien Justin Trudeau s'est présenté contre Stephen Harper en 2015, il s'est engagé à révoquer l'accord dans le cadre de sa campagne. C'est ce qu'il a fait pendant un certain temps. Cependant, malgré toutes les controverses, le F-35 a continué à rapprocher le Canada. Le gouvernement a lancé un nouveau concours en 2017. Le processus d'appel d'offres a été ouvert en 2019. En 2021, il ne restait plus que 2 concurrents, le Saab Gripen de Suède et le F-35 des États-Unis. Les responsables ont promis d'utiliser l'option suédoise si Lockheed Martin n'était pas en mesure de répondre aux exigences du Canada. Sur le papier, Lockheed Martin a, comme vous pouvez certainement l'imaginer, répondu à ces exigences. L'accord a ensuite été signé. Le Canada s'est pleinement engagé à acheter les F-35 qui étaient officiellement en cours de fabrication. La livraison des 16 premiers avions est prévue dès 2026 et ils ont déjà été payés. Entre 2032 et 2034, si tout se passe comme prévu, la flotte entière de 88 appareils sera opérationnelle. Cela semble assez facile, n'est-ce pas? Eh bien, cet échange n'a jamais été aussi facile si l'on en croit l'histoire. Par conséquent, l'ouverture d'un nouveau chapitre de cette histoire mouvementée n'a pas été une grande surprise. Le ministre de la Défense Bill Blair a fait une annonce surprise le 14 mars 2025, quelques heures seulement après l'entrée en fonction du Premier ministre Mark Carney. Dans une interview accordée à la chaîne publique canadienne CBC, Blair a révélé que le Canada réévaluait désormais de manière agressive l'accord sur les F-35. C'était l'avion de chasse que nos forces aériennes avaient déterminé être la plateforme dont elles avaient besoin, mais nous examinons également d'autres options, a déclaré Blair, laissant entendre que les F-35 ne pouvaient pas être la seule solution. Il a même laissé entendre qu'une flotte mixte serait possible avec des fournisseurs européens comblant peut-être le vide dans la gamme d'avions à réaction du Canada. Blair a été très clair sur un point, l'armée est actuellement en train de discuter de ce qui est le mieux pour la défense de la nation et pour les intérêts de tous les Canadiens. Cependant, qu'est-ce qui a provoqué ce brusque changement d'avis? Cela viendra bien assez tôt. Examinons pour l'instant la réponse du ministère canadien de la Défense à la bombe initiale lancée par Blair. Il s'avère que l'histoire n'est peut-être pas aussi dramatique qu'elle le semble au premier abord. Du moins pour l'instant. Un représentant de Blair a déclaré que si le Canada ne résilie pas le contrat F-35, il doit entreprendre ses recherches à la lumière de l'évolution de la situation. Le Canada poursuit son projet initial de 16 F-35, mais le reste de l'accord de plusieurs milliards de dollars est en cours de réévaluation, a également tenu à souligner le bureau de Blair. Par conséquent, du moins pas encore, il ne s'agit pas d'une annulation. Cependant, le gouvernement canadien pose sans aucun doute des questions difficiles
Voyons maintenant pourquoi ces demandes étaient nécessaires en premier lieu. Un homme, le président américain Donald Trump, est en grande partie responsable de la solution. Les actions provocatrices de Trump ont ébranlé tous les amis des États-Unis depuis son investiture pour la deuxième fois. Depuis des mois, Trump bouleverse des décennies de politique étrangère, mais le Canada a été le plus durement touché. Le langage de Trump a été particulièrement dur envers son voisin du Nord, une nation qui a été un allié fiable pendant des années, avec des menaces d'annexion et des droits de douane punitifs. Le Canada savait déjà qu'il dépendait trop des États-Unis. Cette dépendance a servi de base à la politique de défense globale de la nation, mais voici le problème. Lorsque les États-Unis étaient vraiment fiables, il était raisonnable de compter sur eux, mais cette époque semble bien lointaine. L'idée que les États-Unis seraient le principal pilier de la sécurité du Canada s'est renforcée pendant de nombreuses années, lorsque le pays a consacré environ 80% de son budget de défense à l'armement américain. Mais le Canada doit maintenant faire face à une réalité inconfortable, alors que les États-Unis vacillent dans leurs engagements internationaux, notamment envers l'OTAN. Il ne peut plus se permettre de dépendre autant de son voisin du Sud. Le Premier ministre Stephen Harper a déclaré avec audace que cette dépendance devait cesser. Notre relation en matière de sécurité était manifestement trop centrée sur les États-Unis. Lors d'une visite à Londres, il a déclaré aux journalistes « Nous devons nous diversifier » à Londres, en effet. Le fait que son premier voyage officiel après son entrée en fonction ait été effectué auprès d'alliés européens plutôt qu'aux États-Unis en dit long sur lui. Diversifier le financement de la défense en dehors des États-Unis n'est cependant pas le seul objectif. Le rapport qualité-prix est la principale préoccupation. Le Canada est sous pression pour atteindre l'objectif de l'OTAN de 2% du PIB pour les dépenses de défense, puisque le budget de la défense du pays avoisine les 22 milliards de dollars par an. Une somme supplémentaire de 5-6 milliards de dollars sur les 5 prochaines années et de 56 milliards de dollars sur les 20 prochaines années a été promise dans la mise à jour du budget de la défense de Trudeau. Cela aiderait le Canada à mieux protéger sa région arctique, qui s'étend sur 4 millions de kilomètres carrés, et à contrer les défis croissants posés par la Chine et la Russie. Mais la réalité est que ce changement stratégique implique plus que de nouveaux équipements. Il s'agit de réévaluer la fiabilité du Canada. En outre, le prétendu coupe-circuit des F-35 ne contribue en rien à accroître la confiance. Il ne fait qu'accroître la crainte qu'en cas de réaction diplomatique, la flotte canadienne ne devienne vulnérable en raison de sa dépendance vis-à-vis des États-Unis pour la maintenance essentielle et les mises à jour logicielles. Il règne un sentiment d'anxiété persistant malgré le déni catégorique du gouvernement américain et de Lockheed Martin quant à l'existence d'un tel interrupteur, affirmant qu'il n'y a pas d'interrupteur d'arrêt et garantissant que le F-35 fonctionne conformément aux accords établis. La vérité est que les États-Unis exercent un contrôle important sur la capacité opérationnelle des F-35 canadiens, même en l'absence d'un bouton physique pour éteindre les avions. Selon le spécialiste de la défense Stacy Pettyjohn, le F-35 dépend principalement des responsables de la maintenance, des pièces de rechange et des mises à jour logicielles en cours aux États-Unis. Techniquement, les avions pourraient toujours voler sans cela, mais ils seraient beaucoup plus susceptibles de perdre leur fonctionnalité et le contexte politique actuel ne fait que rendre cela plus probable. De nombreux Canadiens s'inquiètent des dangers potentiels car ils pensent que Washington pourrait couper ses réseaux de soutien essentiels à tout moment, soit en raison d'un changement d'alliance, soit en raison d'une détérioration des liens. Non seulement un interrupteur physique est une source d'inquiétude, mais il y a aussi un risque plus élevé que les États-Unis coupent les approvisionnements vitaux et abandonnent la flotte de F-35 du Canada. Par conséquent, même si le fameux kill switch est un canular, les inquiétudes sous-jacentes concernant la dépendance envers les États-Unis sont toujours bien présentes. La question raisonnable suivante est de savoir si le Canada peut se retirer de l'accord maintenant que nous avons examiné les raisons qui ont conduit à la remise en question de son engagement envers le F-35. Après tout, un accord a été signé. Si c'est possible, quelles sont les autres options envisageables pour remplacer le F-35 ? Tout d'abord, comme nous l'avons déjà indiqué, le Canada a déjà payé pour les 16 premiers avions, de sorte qu'il y aurait très probablement des pénalités financières importantes s'il se retirait de l'accord. Bien que les dépenses précises soient inconnues, elles pourraient être élevées compte tenu de la longue histoire du pays en matière de financement de l'initiative. Ces amendes, cependant, pourraient être le cadet des soucis du Canada. Après tout, la chaîne d'approvisionnement du F-35 est étroitement liée à l'industrie aéronautique canadienne. Le Canada a versé environ 500 millions de dollars de contributions au programme F-35 entre 1997 et 2021, ce qui a permis aux entreprises canadiennes d'obtenir des contrats associés d'une valeur de plus de 1,8 milliard de dollars.
Un retrait pourrait mettre en péril les futurs accords et avoir des effets imprévus sur l'économie canadienne. L'une des plus grandes entreprises aérospatiales du Canada, Bombardier, qui entretient des liens étroits avec les industries manufacturières et de défense américaines, partage ce sentiment. Éric Martel, PDG de Bombardier, a exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences possibles pour l'entreprise si le Canada renonçait à son accord sur le F-35. L'entreprise a conclu plusieurs contrats rentables avec le Pentagone, notamment pour la surveillance et les avions de communication spécialisés. M. Martel a averti que le gouvernement américain prendrait des mesures punitives si Bombardier se retirait du projet F-35, ce qui affecterait ses propres contrats aux États-Unis, le marché américain représentant plus de 60% de ses activités. L'entreprise est extrêmement sensible aux effets négatifs d'une relation commerciale tendue. La chaîne d'approvisionnement américaine est cruciale pour les activités de Bombardier, même face aux menaces de droits de douane. Les pièces clés des avions de la société sont fabriquées aux États-Unis, notamment les moteurs dans l'Indiana, l'avionique dans l'Iowa et les ailes au Texas. Bombardier dépend de 800 fournisseurs américains répartis dans 47 États. C'est pourquoi près de la moitié des composants utilisés dans les avions de Bombardier sont fabriqués aux États-Unis. Cette chaîne d'approvisionnement complexe pourrait être gravement perturbée si le Canada se retirait de l'accord sur le F-35, ce qui nuirait encore davantage à la situation financière de Bombardier. Il y a ensuite la question des liens généraux du Canada en matière de sécurité et de défense. Compte tenu de l'instabilité politique sous Trump, il est facile de comprendre pourquoi un partenaire comme les États-Unis voudrait travailler avec le Canada. Cependant, les experts en politique de défense préviennent que donner la priorité à ces questions au détriment des obligations de défense collective du Canada pourrait se retourner contre lui. Richard Shimuka, chercheur principal à l'Institut Macdonald-Laurier, affirme que le fait d'ignorer le F-35 et ses avantages pourrait mettre en péril les capacités militaires et les intérêts sécuritaires actuels du Canada. Il a répondu, eh bien, c'est se couper le nez pour se faire une tête. Cependant, si le Canada pouvait trouver un bon substitut au F-35, bon nombre de ses inquiétudes, du moins celles liées à la sécurité, pourraient être apaisées. Examinons plus en détail les chasseurs européens que le Canada évalue pour voir lesquels sont prêts à prendre la relève du F-35 ou des ailes si vous préférez. Un avion de chasse, le Saab Gripen E, a rapidement repris de l'importance en tant que concurrent sérieux lorsque le Canada a commencé à chercher des alternatives au F-35. Pourquoi ? Parce que cet avion a failli remporter le contrat du F-35 au départ, c'était la deuxième option choisie par le gouvernement canadien. Quand on considère ses capacités, on comprend pourquoi le Gripen E est l'incarnation de la supériorité aérienne de nouvelle génération. Cet avion polyvalent devrait être un avion de chasse très sophistiqué capable de mener des opérations de reconnaissance air-air et air-sol. Parlons chiffres. Avec une poussée maximale de 98 kN, le moteur GEF 414G propulse le Gripen E, lui fournissant la puissance nécessaire pour des missions à haute vitesse et haute performance. Il mesure 15 mètres de long et a une envergure de 8,5 mètres, mais sa puissance fait mentir son encombrement. Il peut transporter jusqu'à 7 missiles RR Meteor Beyond Visual Range et 2 missiles Iris-T pour faire bonne mesure. Il dispose de 10 points d'emport, ce qui est plus que suffisant pour son puissant arsenal. En matière de domination aérienne, cet avion peut distancer et déjouer la majorité de ses adversaires avant même qu'ils ne réalisent ce qui leur arrive. Le meilleur aspect, le Gripen E a été conçu en tenant compte du climat canadien. À ce sujet, Saab a été très clair, affirmant que son avion de chasse était le meilleur et le plus rapide pour répondre aux besoins de défense aérienne du Canada. Quel est donc le problème ? Les liens de Saab avec les États-Unis peuvent constituer un problème majeur, outre l'incapacité du Gripen E à rivaliser avec la furtivité et la fusion des capteurs du F-35. Comme vous pouvez le constater, le Gripen E dépend fortement de composants américains, à commencer par le moteur, ce qui peut être problématique. Cela implique que si les États-Unis estiment que le transfert de ces pièces représente un risque pour la sécurité nationale, ils peuvent interdire la vente du Gripen. Saab, en revanche, ne baisse pas les bras. La promesse de l'entreprise de transférer la propriété intellectuelle et d'assembler les Gripen au Canada en fait un choix très séduisant. Il n'est cependant pas certain que les avantages d'une option de défense plus indépendante l'emportent sur les coûts politiques et financiers d'une rupture avec les États-Unis. Le Dassault Rafale français, un avion de chasse élégant et adaptable, est une autre option. Avec une expérience de combat remontant à 2007, cet avion bimoteur polyvalent a servi non seulement dans l'armée de l'air française, mais aussi dans plusieurs autres pays, dont l'Égypte, l'Inde, le Qatar et les Émirats arabes unis. De la supériorité aérienne et de la défense à l'appui aérien rapproché, en passant par la reconnaissance, les frappes anti-navires et même la dissuasion nucléaire, le Rafale peut accomplir un large éventail de tâches. Il est un concurrent de taille dans les airs grâce à sa capacité à remplir de nombreuses missions, avec une masse maximale au décollage de 27 tonnes et la possibilité de supporter une charge externe allant jusqu'à 10,5 tonnes.
Les caractéristiques du Rafale sont tout aussi exceptionnelles. Son agilité et sa rapidité remarquables au combat sont le résultat de son envergure de 11,5 mètres, de sa longueur de 15 mètres et de sa vitesse maximale de Mach 1,8. Le Rafale dispose également de 2 moteurs pouvant générer chacun 8,3 tonnes de poussée, ce qui lui permet de rester agile et compétent dans des situations de combat très stressantes. Cependant, ces moteurs posent à nouveau problème, mais cette fois-ci, ce n'est pas parce qu'ils sont fabriqués aux États-Unis, c'est plutôt parce qu'ils sont avec le radar et les systèmes de guerre électronique du Rafale, principalement incompatibles avec les plateformes et les systèmes de soutien dont dispose actuellement l'aviation royale canadienne. Compte tenu de l'engagement du Canada envers le NORAD, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, cette disparité technologique soulève d'importantes questions concernant l'interopérabilité avec l'OTAN et plus particulièrement avec les États-Unis. Dassault semble également en avoir été conscient, comme en témoigne son retrait en 2018 de la compétition canadienne pour l'avion de chasse. Cependant, la requête du Rafale ne devrait pas être complètement rejetée. Comparé à d'autres concurrents, comme le Gripen, il est celui qui contient le moins de matériel américain, bien qu'il repose largement sur des composants de fabrication française. En termes d'évitement d'éventuels vétos américains, cela serait considéré comme un avantage. De plus, l'Eurofighter Typhoon, troisième meilleure option, ne dépend pas de composants essentiels de fabrication américaine. Cet avion est plutôt un véritable exemple de coopération européenne. Construit par une équipe d'Airbus, de BAE Systems et de Leonardo, le Typhoon combine les meilleures caractéristiques de 4 pays européens, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. La supériorité aérienne, l'assaut au sol et la reconnaissance ne sont que quelques-unes des nombreuses missions que ce chasseur polyvalent est conçu pour accomplir. Le plus bel aspect, c'est un acteur très adaptable dans les airs car il peut facilement passer d'un rôle à l'autre en fonction des exigences de la tâche. Le moteur Eurojet EJ200, une merveille technique qui peut atteindre une vitesse maximale de Mach 2 à haute altitude et de 1,25 Mach au niveau de la mer, est l'une des caractéristiques les plus remarquables du Typhoon. L'avion a un rapport poussée-poids exceptionnel grâce aux 90 kN de poussée par moteur, ce qui lui donne un avantage en termes d'accélération et de maniabilité. Le Typhoon est en effet si agile qu'il bat constamment ses rivaux dans les évaluations de performance. Le Typhoon excelle à la fois dans les interceptions à grande vitesse et les combats aériens, qu'il vole à 2500 km/h ou combat à des vitesses plus lentes. Et cependant, le Typhoon doit encore surmonter certains des mêmes obstacles pour décrocher le contrat canadien, même avec ses capacités impressionnantes. Une fois de plus, la compatibilité avec le système de défense actuel du Canada est la principale préoccupation. Or, étant donné que plusieurs substituts du F-35 sont incompatibles avec l'infrastructure du Canada, pourquoi le pays ne construit-il pas simplement des avions qui s'y intégreront? En effet, il a été question de produire un nouvel avion de chasse au Canada et au départ, cela semble être une bonne idée. Après tout, la construction d'avions nationaux est la meilleure méthode pour assurer la défense nationale. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup plus simple, Shimooka a déclaré qu'il faudrait peut-être des années pour développer un avion de chasse canadien qui répondrait aux normes d'intégration. En conséquence, le premier avion ne serait pas disponible avant 2029, bien après la fin du mandat de Trump. Cependant, l'efficacité est tout aussi importante que le calendrier. Shimooka note que pour maintenir son efficacité opérationnelle, le Canada, dont l'armée est relativement plus petite, doit s'appuyer largement sur des alliances avec des alliés plus puissants. En effet, les États-Unis sont toujours inclus dans ce cadre. En d'autres termes, le Canada pourrait même ne pas être en mesure de créer un avion à réaction à partir de zéro qui fonctionnerait avec les systèmes de l'OTAN. L'irremplaçabilité croissante du F-35 devient de plus en plus évidente à ce stade. C'est un peu comme cet outil dont on ne sait pas qu'on a besoin jusqu'à ce qu'on ait tout essayé et que rien ne fonctionne. Qu'en est-il de Lockheed Martin? L'entreprise tire-t-elle parti de ce fait? Bien sûr, l'entreprise a tenu à souligner l'importance du F-35 dans une déclaration sur l'évolution de la situation avec le Canada. Selon Lockheed Martin, le F-35 est l'avion de chasse le plus sophistiqué, le plus résistant et le mieux connecté du marché, ce qui facilite la dissuasion alliée et la sécurité au XXIe siècle. C'est une manœuvre classique. Lockheed déclare tranquillement « Non, écoutez, nous avons ce qu'il faut et nous sommes là pour rester », alors que le Canada réfléchit à ses choix. Cependant, alors que le Canada cherche des moyens de le dépasser, l'entreprise ne se contente pas de paroles. Lockheed Martin agit également rapidement. Selon certaines informations, Lockheed Martin aurait fait une nouvelle offre au Canada en réponse au scepticisme croissant. Le Globe and Mail, un journal canadien, a déclaré que l'entreprise proposait d'augmenter l'emploi au Canada en échange de l'engagement soutenu du pays à acheter les 88 avions F-35A.
L'action de Lockheed semble être une tentative délibérée de tirer profit de la politique d'approvisionnement en matière de défense du Canada qui accorde une grande priorité à l'effet de levier des transactions de défense comme moyen de promouvoir la croissance économique et de créer des emplois qualifiés. Si ces affirmations sont exactes, Lockheed Martin se met en position de faire appel aux intérêts sécuritaires et économiques du gouvernement canadien en promettant d'aider à créer des emplois au Canada. Mais soyons réalistes, Lockheed Martin se bat autant pour son avenir que pour l'accord avec le Canada. Suite à la décision de Trump d'accorder à Boeing le contrat de 20 milliards de dollars pour le développement du F-47, le chasseur de nouvelle génération de l'armée américaine, les actions de la société ont récemment chuté de 6,69%. Lockheed Martin ne peut donc pas se permettre de rater d'importants contrats de défense à l'étranger, d'autant plus que le Canada pourrait encourager d'autres pays de l'OTAN à faire de même, ce qui pourrait avoir des répercussions plus importantes sur la part de marché des F-35 dans le monde. Bien que le Portugal ait fait l'annonce avant le Canada, le pays a déjà pris la décision de réévaluer son acquisition des F-35. D'autres membres de l'OTAN pourraient toutefois commencer à se retirer du programme F-35 compte tenu de la tendance générale des pays européens à chercher de plus en plus à renforcer leur propre secteur de la défense. Pour l'instant, des pays comme la Norvège et les Pays-Bas soutiennent toujours ce programme, soulignant son importance stratégique en tant qu'outil d'interopérabilité de l'OTAN. La République tchèque a démontré son engagement ferme envers le programme en signant récemment un accord pour l'achat de 24 F-35. Cependant, le destin du F-35 sera sans aucun doute influencé par des facteurs autres que les capacités de l'avion, mais gardez à l'esprit qu'il s'agit de compétences véritablement inégalées. Le Canada a initialement choisi le F-35 pour la même raison. Pour protéger les vastes et difficiles frontières nordiques du pays, les capacités furtives de l'avion, l'intégration des capteurs et la technologie de pointe sont essentielles. Les avions européens sont sans aucun doute capables de se défendre dans de nombreuses situations, mais ils n'ont pas le degré de furtivité et d'interopérabilité de l'F-35, en particulier lorsqu'il s'agit de traiter avec les alliés des États-Unis. En conséquence, le gouvernement canadien se retrouve tiraillé entre les exigences de sécurité et les sentiments nationalistes. Quelle équipe va gagner? Qu'en pensez-vous? Écrivez vos réflexions dans l'espace prévu pour les commentaires ci-dessous.